Oui, le protectorat a tout à fait détruit l'économie de mon pays. Oui, le protectorat nous a divisés politiquement. Oui, le protectorat a exploité nos ressources humaines et naturelles. Et oui, le protectorat nous a fait du mal. Un mal dont il faut tirer des leçons pour ne plus y tomber. Car répéter les mêmes erreurs est une décision. Et effectivement, il n'y a pas de connaissance sans leçon, ni de sagesse sans erreur. Et aujourd'hui doit être mieux qu'hier, et demain mieux qu'aujourd'hui, n'est-ce pas le cas? Maintenant que le mal est fait, je vous demanderai que ce dernier soit interprété comme étant un mal pour un bien. Et notre aujourd'hui sera mieux qu'hier, au moment où l'on va cesser de parler platoniquement du protectorat. Et notre demain sera mieux qu'aujourd'hui, quand on passera à la prochaine étape. L'analyse du protectorat, ses conséquences et ses résultats. En premier lieu, je tiens à préciser que si je suis là aujourd'hui, ce n'est aucunement pour débattre de la justesse ou de la fausseté d'un tel système, car ma position là-dessus est très claire, mais pour vous démontrer qu'après une profonde analyse, ce protectorat a impliqué des progressions nous guidant vers l'évolution. En 1912, le Maroc passait d'une période misérable, et ma camarade Neema reviendra là-dessus. Une période misérable qui demandait une intervention rapide et indispensable. Et le protectorat figurait comme étant la solution la plus réaliste pour échapper à la situation. Ce fameux protectorat imposé et exercé sur le Maroc en 1912 était cette flamme qui nous a unifiés. Cette cloche qui nous a rendus encore plus solides comme étant un peuple. Oui, on devait apprendre à la dure. Oui, c'était dur hier, mais aujourd'hui, on en tire profit. Aujourd'hui, je suis fier, heureux et ravi de voir mon pays se rapprocher de plus en plus de la vraie indépendance. Aujourd'hui, je vois comment mon pays se rapproche de plus en plus de cette unicité qui a décidé en plus de ne plus subir ni suivre. Je vois mon pays cette flamme et je ressens cette énergie dont la source est la leçon dure du protectorat. Alors, mesdames et messieurs, ne soyons pas ingrats. Certes, on est contre le protectorat et on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Mais ce qu'on peut changer est notre façon et manière d'interpréter ce dernier pour mieux avancer. Ce protectorat nous a permis d'avancer sur différents aspects, surtout l'aspect moral. Ce protectorat nous a unifiés en tant que peuple marocain. Ce protectorat nous a permis d'avancer. Et oui, osez me contredire en me disant que le protectorat ou la colonisation, le Maroc est une exception pour ceci, certes, c'est un mauvais système et tout. Bon. Aujourd'hui, on peut dire que le Maroc est l'une des forces africaines les plus puissantes au monde. Aujourd'hui, il est nécessaire d'abandonner cette vision platonique qu'on a du protectorat afin d'avancer encore plus. Aujourd'hui, il faut être un peu plus profond, plus ouvert et pertinent. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous prie de ne pas être ingrats une deuxième fois et merci. Alors, d'après M. Hood, le protectorat s'impose parce qu'en 1912, la situation économique, sociale, développementale du Maroc était déplorable. Vous avez dit que Mme Neema allait développer cette idée, etc. Mais la vraie question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que la situation était déplorable en 1912 ? C'est très simple. Une cinquantaine d'années de pression coloniale de la part de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Et c'était, je pense, toute une leçon très conséquente en histoire géo l'année dernière. Et donc ils ont tranquillement détruit le Maroc à petit feu afin de pouvoir revenir et le reconstruire. L'argumentaire de nos chers opposants. Alors, Marocains, Marocaines, Marocains de cœur, Marocains de sang, Marocains de nom, malheureusement. J'en connais des résistants qui ont fait le renom de ce sultanat d'insurgés. Tant de berbères, d'arabes, tant de rifains, tant de lettrés, d'illettrés, de guerriers, de fantassins, tant de divergences sur les formes, mais un seul facteur de convergence sur le fond, la résistance. Pourtant, pourquoi tant de vains efforts?
Le Maroc n'aurait jamais connu de développement sans le protectorat. Vous savez, si son Excellence Hubert Lyautey n'avait pas eu la clairvoyance d'injecter un brin de civilisation dans cette contrée désolée, c'est à dos de chameau que je serais venu vous voir aujourd'hui, accompagné de mes 4 belles jeunes épouses illettrées, bien alignées au premier rang, tout près de Madame l'Iraqi, me fixant avec un air admiratif. C'est fort regrettable. Qu'avez-vous fait, monsieur Lyautey? Qu'avons-nous fait? Telle est la question. Mesdames et messieurs, trêve de mondanité, aujourd'hui, 2 nuances très importantes à faire pour ce débat. Tout d'abord, protectorat, c'est le terme politiquement correct pour dire colonisation. Ce n'est autre que la formulation juridique que le génie diplomatique français a tranquillement concoctée afin de parasiter notre pays tout en évitant toute violation au regard du droit international. Seconde nuance à faire, vous m'auriez dit le protectorat a eu 2 ou 3 conséquences positives, soit. Et c'est sûrement le fond de votre argumentaire avec beaucoup de nuances. Mais de là à dire que c'est la condition sine qua non du développement marocain depuis 1912, c'est une aberration logique. Opposant, il n'y a pas de pays au monde qui n'ait pas connu de développement depuis 1912, qu'il soit colonisé, colonisateur, en guerre, en paix ou même bombardé. Le développement est une constante humaine inéluctable et la relier à un seul facteur influent et explicatif est une aberration logique. Ça relève du sacrilège politico-économique, un blasphème qui ne vous sera pas pardonné, surtout toi, Kenza. Crois-moi, c'est pas comme ça que tu auras ta bourse d'excellence. Votre argumentaire me rappelle l'hypocrisie du parti colonial français durant les années 20. Vous savez, nous allons exporter la grandeur de la civilisation française. Nous allons révolutionner l'infrastructure, restructurer l'économie, améliorer l'éducation. Et en contrepartie, tout ce que nous allons faire, c'est confisquer les terres agricoles. Nous allons amputer le pays de son appareil productif et entrepreneurial. Nous allons surexploiter les ressources naturelles. Et en fin de compte, nous allons transformer le pays en marché captif pour nos produits. Et on dit merci qui? Écoutez, initialement, personnellement, je suis contre ce genre de discours à la connotation un petit peu haineuse. L'Empire français a été ce qu'il a été. Nos aïeux ont été braves et nobles. L'émancipation s'est payée au prix du sang et du plomb. Mais aujourd'hui, nous constatons que l'ennemi est erré parmi nos rangs. Hélas, à défaut de pouvoir porter l'arme, j'userai de ma voix, j'userai de ma plume, j'userai de mes mots. Gare à la lâcheté, gare à la couardise, gare à vous. Alors, M. Bouali, vous avez raison. Mais ce qu'on m'a aussi appris, c'est qu'en 1912, le gouvernement du Maroc, c'était pas fou. Vous pensez que vraiment maintenant le Maroc n'a pas de pression coloniale? C'est juste mieux gouverné. Enfin bref, chers compatriotes marocains, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers jurys, cher monsieur tout le monde, cher monsieur personne, monsieur lambda, peu importe. Bonjour, c'est moi encore. Alors répondez, je vous appelle. J'appelle votre bon sens, j'appelle votre raison, j'appelle votre sens de discernement et de critique, car, voyez-vous, ce n'est pas là un simple débat qui vous fera guise de passe-temps. Mais c'est une polémique, c'est une bombe qui nous est tombée sur la tête, c'est nous qui essayons d'être le plus juste et raisonnable, et c'est eux qui ne font que vous arroser avec cette haine et cette rancune qu'on a très longuement vécue avec. Mais aujourd'hui, je refuse. Aujourd'hui, je refuse. Vous auriez bon essayer de salir notre image ou même de faire de nous les leurs, mais aujourd'hui, je refuse. Vous auriez bon essayer de dire que le protectorat, c'est tout ce que le Maroc a connu de mal, mais aujourd'hui, je refuse. Vous auriez bon fait part de votre plaidoyer, monsieur Bouali. Vous, plus que tout le monde, vous le savez. Votre profil d'intellectuel ne devrait même pas vous permettre de sortir de votre bouche des mots défendant votre position. Vous êtes un homme honnête et raisonnable. Alors faites usage de votre raison. Alors maintenant, j'étais supposé parler de Aya, mais
Je suppose que je passe directement vers vous, Monsieur Hamza. Bon, je pourrais pas dire de même pour l'honnêteté, mais je sais que vous avez cette capacité quelquefois distinguée à penser raisonnablement aux choses, donc je suppose que ni une ni deux, vous vous retrouverez de notre côté. Et si vous pensez que c'est pas le cas, si l'idée ne vous plaît pas, alors je vous prie de nous faire un vrai plaisir, de vous arrêter et, je sais pas, mettez-vous à remixer vos argumentaires, peut-être qu'avec ça, vos paroles sonneront mieux. Enfin bref. Mesdames et messieurs, voici les profils des gens qui essaient de vous convaincre. Des gens honnêtes, des gens intelligents, des gens raisonnables, des gens réalistes, mais observez-les, ne serait-ce qu'une minute, ne serait-ce que 30 secondes, et vous verrez que les profils changent. Ils se transforment en gens pleins de haine et de mauvaise foi. Ils se transforment en juges. Seigneur, 1000 fois la mort plutôt qu'être jugé par eux. Car oui, le protectorat c'est mauvais. Merci de le répéter, j'en ai presque les oreilles qui saignent. Mais arrêtez de lire les grands titres. Lisez les lignes, les grandes et les petites. Lisez les mots. Pas juste les mots doux des mots dés, mais aussi les mauvais et les mots laids. Si ce sont des mots vrais, alors lisez-les. Si la lecture n'est pas votre vertu, alors je vous dirai... Mesdames et messieurs, il était une fois un Maroc. Il était une fois un Maroc, certes pas aussi développé, mais c'était le nôtre. Or, on a voulu nous berner. Un protectorat, disent-ils. Notre Maroc fut marginalisé. On a usé de nos hommes, de nos femmes et de nos enfants et de nos terres. On a fait de nous de simples bestioles surnommées les Arabes. Un peuple qui connaît rien, qui a tout mais qui comprend rien. On était riches, bon sang, mais on ne savait pas exploiter nos richesses, alors d'autres l'ont fait à notre place. Mais à quel prix? Au prix de notre souveraineté, au prix de nos terres, au prix de nos richesses. Alors voyez-vous, chers opposants, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne le nie pas, je le conçois, je l'admets justement. La nuance qui vous échappe, c'est la notion du présent, c'est la progression qu'a connue le Maroc après le protectorat, après que des écoles soient construites et que le taux d'analphabétisme ait chuté de plus de 90% avant le protectorat à moins de 30% aujourd'hui, après que des hôpitaux soient mis en place et que l'espérance de vie ait grondé de moins de 35 ans avant le protectorat à plus de 70 ans aujourd'hui. Après que des routes, des chemins de fer, des ports, des bâtiments administratifs, des systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité soient mis en place. Toutes des infrastructures mises en place au cours du protectorat dont le Maroc a bénéficié et dont il bénéficie toujours. Toutes des innovations auxquelles le Maroc doit son progrès. Pourquoi vous direz? Eh bien parce que le Maroc n'avait pas accès à ces innovations, si ce n'est pour le protectorat. Alors... chers homologues marocains, ne vous faites surtout pas berner. Car on est là pour vous dire les choses telles qu'ils sont. Et eux, ils sont là pour... Franchement, je ne sais pas pourquoi ils sont là. C'est peut-être pour exercer leur droit de liberté d'expression, qui d'ailleurs a été mis en place en 2011. Ne serait-ce pas après le protectorat, ça? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, mon équipe et moi, enfin Adam et moi, sommes face à une équipe de fraude. Une équipe qui supporte le génocide. Parce que je le rappelle, le protectorat a causé plus de 100 000 morts. Bien plus que le génocide de Gaza. Nos étrangers sont tombés dans l'illusion. La France, l'Espagne et les autres ont réussi à faire de ce qu'ils veulent. Ils ont réussi à leur faire croire au mensonge. Mensonge qui lui réside dans le mot même. Protectorat laisse croire qu'il y a une certaine relation de protection, ce qui n'est, le devinez, pas le cas. Les puissances coloniales n'ont fait que prétendre. Elles ont prétendu apporter la civilisation au Maroc de par leur mission civilisatrice. Mais en réalité, leur seul objectif était de dépouiller le Maroc de ses ressources et de développer leur pays. Les politiques mises en place ne faisaient que servir l'intérêt du colonisateur. Vous avez certes réussi à changer le sujet en remplaçant colonisation par protectorat, mais en faisant cela, vous ne faites que plonger de plus en plus dans le mensonge. Sous votre protectorat, la notion droit de l'homme n'était pas vraiment présente non plus. Travail forcé, répression politique, usage de violence et j'en passe. Et économiquement, le pays n'avait pas l'air très fameux non plus. Nos terres agricoles ont souvent été confisquées puis redistribuées aux colons, laissant donc le Marocain réduit à des emplois mal rémunérés dans des conditions inhumaines.
Nos étrangers ici présents prétendent que ces horribles scénarios ont fait évoluer notre pays. Nos étrangers ici présents vivent dans le déni. Nos étrangers ici présents jouent le rôle d'étrangers à la perfection. Et puis, c'est juste absurde de penser qu'un pays, en l'espace de 118 ans, n'aurait pas évolué. Vous jetez tous les efforts du Maroc à l'eau. De par votre position, et que vous le vouliez ou non, vous donniez tout le mérite aux colonisateurs, ce qui est plutôt logique finalement. La Coupe 22, c'est la France. La Coupe du Monde 2030, non, ça c'est les Espagnols. Et puis quoi encore? Merci. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je réponds d'abord. Monsieur, nous ne remettons pas du tout en question votre, comment on l'appelle déjà en anglais, sense of belonging, c'est ça? Votre sens d'appartenance. Nous aimons être marocains, nous adorons être marocains, nous admirons le fait d'être marocains, et il n'y a rien de plus fort que l'adoration. Mesdames et messieurs, bonjour. Quel plaisir de vous revoir, pour une dernière fois peut-être, mais ça reste un plaisir tout de même. Chère audience, honorable jury, monsieur le directeur, je suis flattée. Flattée car à les écouter, je suis motivée à vouloir désherber cette mauvaise terre et à éclaircir les doutes. Mesdames et messieurs, si certains aujourd'hui d'entre nous ont choisi d'être des physiciens, d'autres des experts comptables ou n'importe, moi j'ai choisi sagesse et philosophie. Je suis là pour vous dire qu'il ne sert strictement à rien de pleurer l'histoire, mais il servirait à beaucoup d'apprendre de cette dernière. Cher jury, dites-moi, êtes-vous la personne que vous étiez hier? N'avez-vous donc pas appris de vos fautes, de vos faiblesses, de vos moments les plus douloureux, de votre première rupture amoureuse, de votre premier cake au chocolat brûlé? Alors prenons cette philosophie, mesdames et messieurs, prenons cette mentalité et reflétons-la sur le Maroc, notre Maroc, un Maroc indépendant. Mais qu'en est-ce alors du Maroc d'avant? Eh bien, sachez que le Maroc d'avant était une feuille blanche, toute vierge, quelqu'un qui ne sait rien, tandis que le Maroc d'aujourd'hui est un récit, est un ouvrage dont on a tous appris. Mesdames et messieurs, je vous parle de notre Maroc, un Maroc qui n'a besoin ni du Portugal, ni de la France, ni des États-Unis, ni de l'Espagne, de personne. Un Maroc qui a besoin de lui et nous qui avons besoin de notre mère patrie. Mesdames et messieurs, je vous parle d'un Maroc fort. Un Maroc qui s'est fait brûler, manger, gifler, saccader. Un Maroc qui connaît que trop bien le goût de la trahison. Mais alors, il est question de changement dans la vie, mesdames et messieurs. Après avoir parlé philosophie, je vais vous parler histoire et géographie. Alors les premières années, écoutez-moi très très bien et corrigez-moi si c'est faux. D'accord? Dites-vous que le Maroc a été sous protectorat à partir de l'accord signé entre la France, la Troisième République française et le sultan Moulay Abdelhafed. Excusez-moi, je check la date, le 30 mars 1912. Parallèlement, il fut instauré un protectorat espagnol sur le Maroc le 27 novembre 1912. Le retour à la souveraineté au Maroc y fut accepté par l'Espagne le 7 avril 1956. Bon, ils ne sont pas là, mais monsieur Hennouch, Madame Khiyati et Madame Zria, vous auriez été tellement fiers de moi. Je n'ai pas oublié mes leçons, mais bref, ça c'est juste une autre histoire. Le reste de l'histoire, mesdames et messieurs, on le connaît tous. Le Maroc n'avait pas été sous protectorat, le protectorat n'était pas vraiment un protectorat, on s'est fait douiller, nos ressources ont été exploitées, des gens ont été tués, etc., etc. Plus rien n'a subsisté. Mais mesdames et messieurs, il y a un détail que vous oubliez. Enfin, il y a un détail que nos opposants ici présents ont choisi de négliger. C'était le fait que le Maroc en est beaucoup appris. Osez me dire que le Maroc retombera dans le même piège une seconde fois. Osez me dire que le Maroc, désormais, ne prend pas ses distances de n'importe qui et de n'importe quoi. En y repensant, mesdames et messieurs, n'est-ce pas donc ça qui fait la force d'un pays? Le fait d'avoir une triste histoire afin de revenir plus fort et amplement plus fort pour tâter le ring? Dites-moi,
Vous me parlerez de colonisation idéologique probablement, mais attendez, mesdames et messieurs, que vois-je donc là? Deux jeunes hommes tellement charmants, en costard, en chemise, avec ou sans cravate, c'est juste un détail. Mais dites-moi, messieurs, sans cette colonisation idéologique de la Fashion Week ou n'importe, ne seriez-vous donc pas habillés en djellaba et en khmis? Ça reste juste un détail, hein. Je dis ça, je dis rien. Mesdames et messieurs, c'est désormais mon moment, je dois partir. Ce fut ma dernière danse, malheureusement. Mais sachez que je ne suis pas, et je ne suis pas en train d'accuser n'importe qui et n'importe quoi, tout comme Émile Zola. Je suis en train, ici, là, devant vous, de considérer les faits. Mesdames et messieurs, le fait qu'ils balancent des arguments comme ça ne prouve que la présence de ce péché d'orgueil qui leur chuchote tout doucement. Écoutez, vous auriez très bien pu faire tout cela sans cette colonisation, sans ce protectorat. Mesdames et messieurs, merci à vous de m'avoir écouté et j'espère avoir été utile. Merci. Mademoiselle Kenza, je suis sûr qu'une djellaba aurait rehaussé un petit peu ma corpulence assez imposante, etc. Mais vous savez, nous aurions troqué la djellaba pour la chemise. Si ce n'était pas pour la colonisation, ça aurait été pour la globalisation. Et justement, nous ne remettons pas en cause Non, vous ne remettez pas en cause notre sense of belonging, bien sûr, mais c'est nous qui le remettons en cause. Vous savez. Et vous devez vous défendre. Ensuite, mesdames et messieurs, je me permettrai très humblement de dresser un petit peu le diagnostic intellectuel de ce que nos opposants sont en train de faire. C'est une erreur, un égarement intellectuel qui existe depuis la nuit des temps et ça s'appelle confondre causalité et corrélation. Vous savez, le fait qu'il y a eu un petit peu de développement après le protectorat ne veut pas dire que c'est le protectorat qui a causé notre développement. Si on suit le raisonnement, si par magie, et je l'espère, par bonne chance, la guerre palestinienne s'arrête et qu'il y a un semblant de développement en Palestine, nos opposants seront les premiers à brandir leurs épées pour dire « Ah, c'est à cause des Israéliens. Les Juifs ont encore frappé. » Écoutez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je m'excuse, mais je me permettrai de détourner le regard, non pas par manque d'appréciation envers vos beaux yeux, non, mais puisque une de nos camarades n'a pas pu participer avec nous, à cause d'un problème de santé, je vous demande de lui souhaiter un bon rétablissement, mais j'essaierai d'interpréter son intervention du mieux de mes compétences, et je n'aurai pas le loisir d'admirer vos beaux regards. Alors, chers opposants, chers jurys, bien le bonjour. Aujourd'hui, j'ouvre ce débat par une simple définition. Qu'est-ce que le protectorat, encore une fois? Le protectorat est une forme de dominance politique où un État souverain accorde à une puissance étrangère coloniale le contrôle partiel tout en conservant formellement sa souveraineté. Suite à la répression qu'on a vue dans cette période, il est évident, même clair comme la lumière du jour, de rejeter toute notion que le Maroc aurait bénéficié du protectorat, ou encore prétendre quelle est la raison maîtresse, prêtresse, hôtesse de son évolution. Imaginez-vous vivre dans un pays où votre destinée est dictée par une puissance étrangère. Est-ce le chemin vers le développement et la prospérité? C'était une question rhétorique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je dis non. Enfin, plutôt pourquoi Aya Ben Dani dit non. Le protectorat a maintenu le Maroc dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la France. La France a favorisé l'exportation des ressources naturelles vers la métropole, ce qui crée jusqu'à aujourd'hui une économie bancale. Et oui, les économistes sont mieux calés que vous pour comprendre cela. Je suis d'accord, mademoiselle Aya. Les terres agricoles marocaines étaient monopolisées, privant la population de l'accès à leurs propres substances cultivées, de leurs propres mains et fruits de leur sueur, et se voyaient interdits d'accès à leur terre, la terre de leurs ancêtres, les forçant à travailler comme une main-d'œuvre bon marché, amenant à la famine et l'instabilité sociale. Cela vous semble-t-il comme une évolution? À mes oreilles, cela résonne comme une forme d'exploitation. Le Maroc a subi une politique autoritaire
dictatrice qui a basculé la participation sociale et la mobilisation politique. Cette répression a non seulement étouffé les aspirations démocratiques des Marocains, mais a également entravé la politique et la structure marocaine. Étouffé, entravé, un beau vocabulaire relatif au développement, n'est-ce pas? Mais je vais essayer de me mettre à votre place et raisonner au potentiel argument de votre cause déchue. Enfin, nous allons essayer d'être des charlatans intellectuels aussi. Vous pourrez me dire que le protectorat français a introduit les infrastructures modernes telles que les routes, les chemins de fer et les services publics, ce qui a contribué au développement du Maroc. Je vous répondrai, mesdames et messieurs, avez-vous déjà pris l'autoroute nationale d'El Jadid à Casa? Vous changeriez vite d'avis. Certes, le protectorat a pu initier certains de ces projets, mais souvent pour faciliter l'exploitation économique du pays. Et petite anecdote, c'est une addition personnelle, la création des routes a été principalement faite pour que le protectorat français ait accès aux tribus en haute montagne, dans le Rif, afin de mieux, vous savez, tirer dessus. Certes, le protectorat, etc., etc. Quoi encore? La modernisation du système éducatif. Oh, osez seulement! Ce beau système éducatif dont on subit à ce jour les conséquences. Ce même système éducatif qui, aujourd'hui, nous laisse étouffer par une préparation intense durant 20 jours pour le national, alors que normalement, on aurait eu le plaisir de débattre, de discuter d'idées, et ça, c'est de l'instruction, contrairement au système éducatif. Axé sur l'assimilation culturelle et linguistique aux défaveurs de notre langue mère. La plus grande preuve est notre débat d'aujourd'hui, mené en langue française. Je reviendrai vers ce point et surtout le point que mademoiselle Kenza a relevé durant ma prochaine intervention. Des études de cet impact protectoral suffisent à démontrer que non, le protectorat n'a pas permis le développement du Maroc. Enfin, je conclus cette liste qui aurait pu être infinie si le temps me l'aurait accordé sur l'identité. Il n'y a pas de plus déplorant que de perdre notre cohésion sociale, notre sentiment d'appartenance. Il n'y aura jamais de développement avec des humains sans racines, des humains errants vagabonds entre mille et une identités, notre identité que je vous implore et que je vous conjure de conserver. Finalement, le protectorat n'est qu'une forme déguisée du colonialisme. En apparence, le pays conserve son nominalisme et son titre, mais nous savons tous que les apparences sont trompeuses. Une similitude frappante existe entre colonialisme et protectorat. Moi, je dis que c'est la même chose. Et elle réside en l'imposition de la langue et à la fragmentation du patrimoine culturel, économique, social, développemental. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, pour être libre, ce n'est pas simplement de se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce les libertés des autres. Espérer le développement d'une population tout en lui refusant la possibilité du choix et de son libre arbitre est non seulement absurde, mais c'est une illusion. Merci à vous, merci à Aya. Alors, Monsieur Hamza, attention, je peux porter plainte pour accusation et propos calomnieux. Supporter le génocide, et puis quoi encore? Je porterai plainte et vous serez coupable. Vous serez aussi coupable de mauvaise articulation, car supporter le génocide était la seule chose que j'ai pu décoder dans votre argumentaire. En tout cas, Monsieur Bouali, Monsieur la corpulence, la djellaba vous irait à merveille, mais ce qui vous irait mieux, c'est vos propres interventions. En tout cas, ceci dit, je ne puis me permettre de critiquer une intervention fantôme. Opposants, comprenez que vous êtes là en train de parler pour rien. Car oui, le protectorat, c'est pas bien. C'est bon, heureux, est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant? Parce que j'en ai presque marre de dire oui, il faut vraiment être un peu Bouhali pour ne pas comprendre ça. Mais toutefois, je compte sur Bouhali et son équipe pour nous prouver le contraire. Enfin bref, chère audience, je disais, oui, vous avez raison. Et c'est parce que vous avez raison qu'on a raison.
C'est parce que vous avez raison que le Maroc progresse. C'est parce que le protectorat c'est pas bien que le Maroc progresse. Et c'est parce que le protectorat a eu lieu que le Maroc progressera davantage. Vous savez quoi? Mesdames et messieurs, j'ai envie de vous parler de mon ex. Un ex, on manie bien toxique, comme il le faut. Un ex que l'on partage tous. Un ex-colonisateur qui, au fil des années, a tout perdu sauf de ses airs de supériorité. Alors, le Maroc se fait un vrai plaisir de contribuer à sa désillusion. Son ego, plus haut que les montagnes d'Atlas, prend des coups à très forte magnitude. Mesdames et messieurs, le Maroc a vu la révolution, et je ne saurais dire à cause d'eux ou grâce au protectorat. Mesdames et messieurs, il ne faut pas se voiler la face. Le Maroc vivait l'une de ses périodes de faiblesse. Une région géostratégique riche est une proie à tout pays fort. Et ça, on le sait. Le Maroc avait besoin de... C'est quoi le mot déjà? Un catalyseur, voilà. Le protectorat au Maroc est ce que le catalyseur à la réaction chimique. Le protectorat est un mal pour un bien. Et le protectorat, non seulement a-t-il juste accéléré le développement comme vous êtes en train de prétendre, mais il a déclenché. Ce fut l'électrochoc dont avait besoin le Maroc pour ouvrir les yeux, pour prendre l'acte, pour unir le peuple, pour que le peuple crie enfin au nom de son Dieu, de sa patrie et de son roi. Pour que le peuple se rende enfin compte de la richesse qu'il y a sous ses pieds, pour que le gouvernement prenne enfin les bonnes décisions et les bonnes opportunités. Alors, chers opposants, écoutez-moi très bien quand je dis, et je pèse mes mots, ce mindset de développement, de révolution, d'ouverture d'esprit, de tolérance, de transgression que connaît le Maroc, c'est grâce au protectorat. Et c'est grâce à ce mindset que le Maroc progresse. Alors j'espère ne pas devoir vous faire la transitivité de A et B en déduit C. En tout cas, merci pour avoir transformé un débat en une expérience digne d'un épisode de Qui veut gagner le million avec toutes les mauvaises réponses. Après, franchement, n'essayez même plus. Vous êtes dans du sable mouvant. Plus vous parlez, plus vous vous enfoncez. Mais on ne peut pas en vouloir à des gens qui viennent ici avec la stratégie d'inonder l'auditoire par du blabla jusqu'à ce qu'il abandonne. En tout cas, chers opposants, si vous ne pouvez pas admettre que j'ai raison devant moi, alors tuez-moi. Et mes derniers mots seront et resteront toujours Allah al-Watan al-Malik. Je vous remercie. Votre position est rien plus qu'attristante. Pendant 50 longues années, le Maroc s'est battu. C'était une épopée pleine de sacrifices, de souffrances et de sang. Chaque jour, une nouvelle bataille, des montagnes du Rif jusqu'aux rues des villes. Chaque ville, chaque village, chaque famille a connu son lot de souffrances. Et finalement, la nation a triomphé. Tout ça pour que Walid, grand mathématicien à l'accent douteux, Niema, chanteuse ou joueuse de basket, je ne sais plus, et une petite enfant qui se permet de lâcher des hassours sur le pupitre à l'habitude de mon petit frère, viennent et crient haut et fort que le Maroc, sans le protectorat, n'est rien. Les gens de la sorte m'enragent. Vous êtes abstraits de sens, abstraits de logique, abstraits de reconnaissance. Vous pensez réellement que le Maroc est où il en est grâce au protectorat? Grâce aux Français, aux Espagnols peut-être, peuple qui s'est acharné sur le nôtre parce qu'on leur a tout simplement dit non. Vous imaginez vos enfants être du côté d'Israël dans 50 ans. C'est triste. Très triste. Mais bon, qui suis-je pour mettre la faute sur eux? Peut-être devrais-je accuser monsieur le directeur de ne pas avoir su faire de ses élèves de bons patriotes. Peut-être devrais-je accuser le grand mensonge qui est l'éducation avant l'enseignement. Ou peut-être devrais-je accuser vos parents. Mais bon, dans tous les cas de figure, votre situation fait pitié, en espérant pouvoir vous guider vers la lumière. Alors déjà, un siècle, c'est beaucoup. 100 ans, pour vous, un sens. Un pays ne peut que évoluer en cet immense laps de temps. Et pour qu'un pays stagne, excusez-moi, c'est de la science-fiction. Tuez-moi si je me trompe. Mais je ne pense pas que nos ressources naturelles, notre expertise artisanale, notre position géostratégique soient apparues après ou pendant ce fameux protectorat. Au contraire, ces pays nous ont volés. Ces pays nous ont massacrés. Ces pays nous ont violés, et voici nos 3 Marocains autoproclamés qui viennent dire que ce viol nous a fait évoluer. Allez dire ça aux centaines de milliers de victimes pour voir.
Regardez-vous dans le miroir, bon sang. Et remarquez que votre soi-disant beauté n'est qu'illusion. Vous n'êtes pas si beau que ça, au contraire, vous êtes moche. Moche de supporter le génocide, moche de supporter le terrorisme, moche de supporter les crimes de guerre. Chantez et vous verrez que tout le monde sortira de la salle. Résolvez vos équations, vous aurez un 0. Gardez-vous hassoul pour vous et retournez sur TikTok par pitié parce que non, nos ancêtres ne se sont pas battus pour ça. Non, nos ancêtres ne se sont pas vidés de leur sang pour ça. Non, nos ancêtres n'ont pas pleuré la mort pour ça. Vous ne méritez pas de le représenter. Vous ne méritez pas d'être écouté. Vous ne méritez pas d'être marocain. Et vous êtes moche. Dans quelques instants, je retournerai m'asseoir. J'aurai du mal à les regarder dans les yeux. Je leur lâcherai sans doute un sourire, mais croyez-moi, au fond de moi, je pleure. Je pleure de l'échec de l'école. Je pleure de l'échec de leur éducation. Je pleure de leur mocheté. Je ne peux assez y mettre l'accent, vous êtes moche. Je ne sais plus quoi dire. Les mots m'échappent, comme leur dignité a fait. Je ne vois plus le Maroc dans leurs yeux, à part le mauvais accent. Walid. Je ne vois plus qu'un personnage, un alien, des débris. Mesdames et messieurs, en ce vendredi sacré, nous perdons des compatriotes. Que leurs belles et magnifiques âmes reposent en paix. J'accuse comme Émile Zola, vous accusez comme Hamza, c'est ça. Nos ancêtres ne se sont pas battus pour un manque d'éloquence et de classe. Franchement, vous gavez, monsieur Hamza. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, me revoici. Et il est fort probable que celle-ci soit ma dernière intervention sur ce pupitre majestueux. Mon dernier tour de magie. Alors, pour finir en beauté, je jouerai ma dernière carte que je mettais de côté. On a le Maroc d'une part et ses voisins d'une autre. Le Maroc était sous l'effet du protectorat, tandis que ses voisins étaient colonisés. Les deux pays passaient de quasiment les mêmes circonstances historiques. Or, le Maroc a évolué tout en apprenant de la leçon dure du protectorat. Tandis que nos voisins ne faisaient que parler, reparler, sans rien en sortir comme résultat. Mesdames et messieurs, le choix est le vôtre. C'est soit vous êtes comme mes compatriotes, mes coéquipiers, des Marocains qui ne font que se battre pour évoluer avec un esprit plus ouvert, profond, ou imiter nos opposants, nos voisins sur scène, qui ne font que parler, reparler du protectorat avec une vision très platonique. Alors le choix reste le vôtre de toute façon. Le protectorat a permis au Maroc plutôt d'identifier ses points faibles pour mieux avancer. Et c'est ce qu'on est en train de répéter depuis le début de ce débat. Bon, mesdames et messieurs, le choix reste le vôtre. C'est soit vous suivez le Maroc, ou ses voisins, ou ses compatriotes qui ne se font que pleurnicher, parler, reparler, sans vraiment changer quelque chose. Bon, mesdames et messieurs, les deuxièmes PC1 et très chers coéquipières, merci pour votre confiance. Merci pour cette bienveillance et ce bien-être que vous n'avez jamais cessé d'émettre. Je tiens à remercier également nos opposants, tout en commençant par M. Hamza, un frère malgré la guerre. Et puis finalement, M. Bouali, notre maître, qui face à la beauté du discours n'a jamais fait le traître. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est mon temps de disparaître. Aujourd'hui, c'est votre victoire. Peut-être la nôtre, probablement la leur, mais sûrement la vôtre. Nos honorables jurys, avec toute ma confiance en la justesse de votre choix, je vous laisse devant ce dilemme après la clôture de ce thème. Bel auditoire, opposants et coéquipières surtout, je vous aime. Merci et à la prochaine. Alors, dernière danse, comme on dit. Très ingénieux, j'adore, 10 sur 10. Mais tu sais, j'adore mon nom de famille. Pourquoi ? Pour la contradiction qu'il crée entre ma dénomination et l'ingéniosité de mon argumentaire. Vous savez, c'est la même chose pour votre nom aussi. Niema,
qui devient la malédiction du bon sens et de l'argumentation logique. Très normal. Mais passons aux choses sérieuses, comme on dit, 22 août 1907, bombardement de Casablanca, 7000 morts. 13 février 1933, bataille de Bougafel, 12 000 Marocains bombardés. Première guerre de décolonisation du monde, 100 000 morts. Et ce n'est qu'une énumération très réductrice. Chers homologues marocains, ce ne sont pas de simples statistiques. C'est ton arrière-grand-père qui a été mutilé, ton arrière-grand-mère qui a été massacrée. Toutes ces ressources humaines n'auraient-elles pas contribué au développement de notre nation? Opposons, je vous le demande, ce protectorat. Qu'a-t-il protégé? Le colonisateur, fidèle à la tradition machiavélique européenne, a œuvré pour favoriser une petite élite urbaine, éduquée, tandis que le reste de la population était maintenu dans la pauvreté et l'analphabétisme. Une merveilleuse façon de détruire toutes sortes de cohésion sociale et de polariser une société déjà rangée par les divisions. Aujourd'hui encore, cette polarisation existe. Mais de là à nous faire perdre notre marocanité, seuls les lâches sont proies face à un tel stratagème. Aujourd'hui, effectivement, nous débattons en français. C'est triste, certes. Et les plus perspicaces d'entre vous y verront un double discours hypocrite de notre part. Dans votre égarement, et c'est ce qu'ils ont fait, vous commencerez à croire que c'est la preuve que notre développement est bel et bien la conséquence des influences coloniales. Or, c'est la preuve indiscutable et irréfutable d'un néocolonialisme profond qui ronge notre société depuis plus de 65 ans. Nos entreprises sont asservies, nos politiques sont asservies, notre culture est asservie. Le colonisateur s'est immiscé dans notre imaginaire collectif, dans notre conscience sociétale pour s'assurer que ses intérêts seront toujours servis, que le petit berbère restera docile et que le petit arabe marchandera toujours avec la métropole. Ainsi, notre développement a été tenu en laisse et non pas catalysé, et ce, même post-protectorat. Heureusement, la dynamique est au changement. Je ne vous apprends rien, mais les Marocains sont un peuple qui, plus que d'autres, porte la fierté enorgueillante de leur histoire millénaire. C'est un peuple qui ne se résoudra jamais, au grand jamais, au silence face à la domination tyrannique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la dynamique est au changement. Je suis fier et heureux de pouvoir porter ce discours devant une assemblée de jeunes, fougueux et ambitieux. Le passé de notre nation a été une lutte, mais son futur le sera tout aussi. Vous en êtes les protagonistes. Marocains, Marocaines, ayez en vous cette audace singulière de dire « Je porte en moi 1000 espoirs. Je suis comblé d'opportunités, d'ambition, d'esprit. Nul doute que le jour où nos efforts convergeront dans un mouvement de foule générationnelle sans précédent, la grandeur s'établira et le progrès ne sera plus un rêve lointain et distant. Inch'Allah. Merci à vous. Merci à vous.